Mon frère m'a volé mon héritage avec l'aide de ma mère. Maintenant qu'il est ruiné, il me supplie de ne pas les laisser mourir. Je suis un homme de 31 ans. Le jour où mon père est mort, mon frère a reçu les condoléances comme on reçoit un trousseau de clés. Ma mère me serrait la main en répétant que tout avait été prévu. Je pensais qu'elle parlait des fleurs et des faire-part. Elle parlait des contes. Mon père s'appelait Pierre. Il n'aimait pas les grands mots. Il rangeait ses papiers, gardait des enveloppes Kraft par année, écrivait à la main les intitulés. Il disait que la tranquillité se prépare. Je l'ai vu jusqu'au bout s'inquiéter de savoir si ma mère avait le code de l'alarme et si le chauffe-eau ne fuyait pas. Il m'a dit une fois que tout était clair chez le notaire. Je l'ai cru sans vérifier. On croit les hommes qui tiennent les tournevis. Mon frère s'appelle Julien. Il a 2 années de moins et 10 kilos de certitude en plus. Il a toujours su transformer une faveur en droit acquis. Enfant, il empruntait et oubliait de rendre. Adulte, il appelait ça fluidifier. Ma mère l'admirait pour son charisme. Elle disait qu'il avait eu le sens de la vie. Elle me trouvait solide. Dans notre maison, la solidité servait à porter le décor. La veille de l'enterrement, le notaire a demandé qu'on passe signer une procuration pour simplifier. Ma mère a posé sa main sur la mienne. Elle a dit que c'était pour éviter des allers-retours. Elle a ajouté que mon père avait pris des dispositions qui respectaient l'égalité. Je me suis assis, j'ai signé où on me montrait. J'ai pensé à la terre qu'on allait jeter sur le cercueil. Je n'avais pas la tête à lire des alinéas. 3 semaines plus tard, j'ai compris ce que simplifier voulait dire chez eux. La maison familiale avait été transférée temporairement sur le nom de Julien pour gestion. Les comptes d'épargne avaient changé de bénéficiaire pour liquidité. Le coffre à la banque avait été vidé pour conserver les bijoux de famille en sécurité. Ma mère expliquait que c'était provisoire. Julien disait que c'était plus efficace. Moi, je découvrais des copies de documents avec ma signature scannée sur des pages que je n'avais jamais vues. Le notaire a parlé de mandat spécial. Il a ajouté que tout suivait la volonté exprimée hors la présence du testament. Cette phrase-là m'a donné la sensation d'être renvoyé dans le couloir de ma propre vie. J'ai demandé à voir le testament. Il tenait sur 2 pages, écrites au propre, datées de l'an dernier, signature de mon père bien nette. Tout semblait égal. La maison devait nous revenir à parts égales, l'épargne devait être divisée, une petite somme réservée à ma mère pour ses besoins. Mais un codicile ajoutait qu'en cas de difficulté de gestion, un mandataire familial pouvait assurer la transition pour une durée raisonnable. Le mandataire était Julien, désigné sur proposition de « ma mère ». Le mot raisonnable ne portait aucun chiffre. Chez nous, le flou servait de carte de visite à ceux qui aiment déplacer les meubles sans prévenir. J'ai voulu parler calmement. Ma mère a répondu que je dramatisais. Elle a dit que mon père comptait sur l'unité. Elle a ajouté que j'avais toujours été jaloux du charisme de Julien. Elle m'a accusé de mettre la famille en danger en posant des questions. Julien m'a pris à part pour me dire que j'étais obsédé par les papiers et que tout serait rendu quand les choses se poseraient. Il m'a tapoté l'épaule comme à un enfant qui pleure pour un jouet. J'ai senti une chaleur monter dans ma nuque. Je ne pleurais pas. Je comptais. Les mois ont poursuivi leur logique. Julien a négocié la vente d'un terrain dont je ne connaissais pas l'existence. Ma mère a autorisé un découvert sur un compte dédié aux travaux de la maison. Une vieille montre de mon grand-père a disparu de l'armoire. Quand j'ai demandé, ma mère a répondu qu'elle l'avait mise à l'abri. Julien a acheté une voiture d'occasion pour se déplacer entre les rendez-vous. Le carburant se payait avec la carte de ma mère. Elle disait que c'était provisoire. Il disait que c'était stratégique. Je payais sans sortir la carte, je déposais de l'argent sur le compte de ma mère pour ne pas qu'elle soit embêtée. J'éponguais le provisoire. Il devenait un mode de vie. Le tournant réel, je l'ai reçu par la banque, un courrier m'invitant à confirmer la cession prochaine de la maison à un investisseur ami de la famille, avec clause de rachat quand la succession serait stabilisée. J'ai compris la manœuvre. On sortait la maison du périmètre pour qu'elle ne soit plus à partager, puis on verrait pour racheter plus tard, c'est-à-dire jamais. Ma mère signait sous le choc et Julien gérait. J'ai appelé le notaire. Il a balbutié des phrases tièdes. J'ai senti qu'il avait déjà choisi le camp du moindre bruit. Je n'ai pas fait de scandale. J'ai demandé à récupérer les enveloppes Kraft de mon père. Ma mère a dit que ça la blessait. J'ai insisté. J'ai ouvert l'enveloppe de 2018. Dedans,
un cahier d'écolier avec des colonnes au crayon. Mon père y avait noté ce que chacun recevrait si je pars avant vos conflits. Il avait écrit noir sur blanc, égalité stricte, pas de passe-droit, pas de gestion dissimulée, pas de mandataire hors notaire. Il avait souligné. Je suis resté collé à ce soulignement. Le papier contredisait le codicille. J'ai senti qu'il y avait un avant et un après l'année où ma mère et Julien ont commencé à fréquenter le notaire sans moi. Dans une autre enveloppe, j'ai trouvé un courrier de la banque daté d'il y a 2 ans, mentionnant l'ouverture d'un compte au nom de ma mère, avec Julien en co-titulaire, pour l'assister. La signature de mon père figurait en bas. Je reconnaissais sa main et je reconnaissais sa fatigue. C'était l'année de son hospitalisation. J'ai compris qu'on l'avait rassuré avec des mots doux pendant qu'on posait des rails vers aujourd'hui. Je n'ai pas parlé à ma mère des enveloppes. J'ai parlé à ma tante, sœur de mon père, la seule qui ne joue pas au théâtre. Elle a soupiré en disant qu'elle n'était pas surprise. Elle m'a confié que mon père avait des doutes sur la gestion contemporaine mais qu'il n'avait plus la force. Elle a ajouté qu'il considérait que j'aurais l'intelligence de remettre droit. Elle a prononcé le mot intelligence comme on prononce le mot devoir. Je suis rentré chez moi avec le cahier dans mon sac. Je n'avais pas encore la méthode. J'avais la preuve. Quand j'ai déplié la vérité, ma mère m'a renvoyé des phrases que je connaissais, elle parlait de soutien, de période difficile, de légitimité de l'aîné à encadrer le cadet. Elle s'est trompée de dictionnaire. L'aîné, c'était moi. Le cadet, c'était Julien. Il encadrait pourtant tout. Elle a fini par lâcher la raison vraie. Elle avait peur de perdre Julien. Elle l'avait aidé pour qu'il reste près d'elle. Elle avait glissé sa main dans les comptes comme on glisse un oreiller sous une tête qui menace de tomber. Elle ne voyait pas que l'oreiller avait pris la forme d'un coussin de vol. J'ai posé une limite écrite. J'ai envoyé en recommandé que je m'opposais à la vente, que je demandais l'arrêt immédiat de toute cession, que je révoquais la procuration que j'avais signée en période de deuil. J'ai joint la copie du cahier au notaire. Je n'ai pas menacé. J'ai constaté. Le notaire m'a répondu prudemment. Il a gelé la vente. Julien m'a traité d'ingrat par message. Ma mère m'a écrit que je la tuais. J'ai éteint mon téléphone une nuit entière pour la première fois depuis des mois. Pendant quelques semaines, les choses se sont tassées. Julien a ralenti. Ma mère a bouclé ses dépenses en surveillant ses mots. Je me suis permis d'espérer que tout s'équilibrerait. Puis la vraie déflagration est arrivée. Julien avait des dettes que je ne connaissais pas. Des petites avances prises auprès de 2 connaissances. Ils ont réclamé. Julien a tenté de tourner encore. Il a parié sur une affaire rapide. Il a perdu. Une mise en demeure a atterri dans la boîte aux lettres de ma mère. Elle ne m'a rien dit. Elle a vendu la montre du grand-père pour boucher un trou. Elle a emprunté au voisin en attendant le notaire. Elle a signé une reconnaissance de dette à la va-vite. Elle a caché les papiers dans un placard. Je suis tombé dessus en cherchant un chargeur. Je l'ai regardé. Elle a baissé les yeux. Elle a murmuré qu'elle avait peur que tout s'écroule. Tout s'était déjà écroulé. On vivait dans les gravats. J'ai serré le cahier de mon père dans une main et les papiers de ma mère dans l'autre. Je me suis senti au milieu d'un pont qui craque. La rupture officielle a eu lieu un dimanche midi. Julien a débarqué pour me demander un prêt de passage. Il m'a expliqué qu'il sauverait tout avec un dernier coup. Ma mère l'écoutait comme on écoute un hypnotiseur. Je lui ai dit non. Il a levé la voix. Il a dit que je voulais l'humilier. Il a ajouté que mon père m'avait préféré parce que j'obéis. Il a lancé que, de toute façon, l'héritage est à ceux qui savent s'en servir. Ma mère a pleuré. Elle a dit que j'avais le cœur sec. Elle a répété que la famille ne se comptabilise pas. J'ai répondu que depuis 1 an, ils n'avaient fait que ça. Je suis parti. Ils ont gardé la maison et le récit. J'ai gardé les preuves et la rage propre. La partie s'est fermée là-dessus, un frère qui roule en courant derrière un trou, une mère qui scotche des billets sur des fissures, un notaire qui préfère la paix au droit, et moi, avec le cahier de mon père comme seule boussole encore à peu près droite. Je n'ai pas choisi la vengeance bruyante. J'ai choisi la méthode simple. J'ai demandé un rendez-vous formel au notaire, sans ma mère, sans Julien. J'ai mis sur la table le cahier de mon père, les procurations, les transferts suspects, les relevés où la maison sautait de colonne en colonne. J'ai rappelé les obligations évidentes, inventaire, reddition de comptes, respect des quotes-parts. Le notaire a cessé de sourire.
Il a compris qu'il ne s'agissait plus d'un caprice fraternel mais d'un écart mesurable. Il a proposé une expertise et un gel de toute disposition. J'ai accepté. J'ai quitté l'étude avec la sensation d'avoir remis un frein d'urgence. Julien a réagi par l'humiliation publique. Il a raconté à la famille que j'étais avide, que je réclamais ma part alors qu'il gérait les lourdeurs. Il a peint ma mère en martyr et lui en fils dévoué. Quelques cousins ont relayé. D'autres se sont tus. Ma tante m'a envoyé un message court, « Tiens le cap ». Ce message tenait sur 3 mots et me portait plus que tous les discours. L'expertise a révélé l'évidence. La montre avait été vendue à perte. Le terrain cédait bien en dessous du prix. Des retraits en liquide à répétition. Des virements vers des comptes au nom de Julien avec motif avance travaux. Ma mère apparaissait comme co-autrice, signant là où il pointait le stylo. Julien a prétendu qu'il remettait tout en ordre bientôt. Le mot bientôt est le refuge des gens qui mangent aujourd'hui ce qu'ils promettent de rendre demain. Je n'ai pas demandé l'impossible. J'ai demandé l'arrêt net et un plan réaliste. Restitution partielle des sommes, reconstitution de la moitié de ma part en priorité, interdiction de toute dépense hors l'essentiel pour ma mère, mise à l'écart de Julien de la moindre gestion, compte mensuel. Le notaire a validé. Ma mère a signé en larmes. Julien a signé en serrant les dents. Il a promis de se refaire et d'honorer. Je n'ai pas répondu. Les promesses n'ont plus cours quand l'échéance a été dépassée 10 fois. Le temps a ensuite fait ce qu'il fait quand on arrête d'arroser un mirage. Julien a heurté la réalité. L'investisseur a mis à couper son téléphone. La voiture d'occasion a commencé à coûter plus qu'elle ne valait. Les coûts sont revenus bredouilles. Les petites avances ont demandé de grosses sorties. Un matin, il a trouvé sa carte refusée au supermarché. Il a appelé ma mère. Elle n'avait plus. Elle m'a appelé. Je n'ai pas décroché tout de suite. J'ai respiré. Puis j'ai rappelé. Elle m'a dit qu'il n'avait plus rien et que je ne pouvais pas les laisser mourir. C'est à ce moment précis que j'ai compris à quel point la phrase est un outil chez eux. Ne pas les laisser mourir. Ils n'étaient pas mourants. Ils avaient brûlé leur matelas et s'étonnaient d'avoir froid. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas sermonné. J'ai proposé un cadre. Je pouvais payer l'essentiel pour ma mère, et seulement pour elle, nourriture simple, chauffage, médicaments. Je ne mettrai pas 1 euro dans les dettes de Julien. Je ne le laisserai pas mourir mais je le laisserai vivre sa responsabilité. J'ai envoyé un virement ciblé pour ma mère. J'ai livré des courses. J'ai posé une carte prépayée limitée. J'ai verrouillé le reste. Julien a tenté la culpabilisation. Il a dit que mon père aurait eu honte de moi. Je lui ai répondu une phrase que je m'étais interdit pendant 1 an, mon père aurait eu honte de tes retraits en liquide, pas de mes limites. Il a raccroché. Il a envoyé à la famille un texte où il me peignait en gardien du coffre. Je n'ai pas répondu. On n'alimente pas les incendies avec des explications. C'est là qu'un secret a glissé de son tiroir. Ma tante m'a donné une enveloppe qu'elle gardait au cas où. Dedans, une lettre de mon père, non timbrée, écrite 2 mois avant sa mort. Il y parlait de mes forces et de mes failles, de celles de Julien, de l'amour tordu de ma mère, de sa peur de nous voir nous déchirer. Il écrivait une ligne simple, « Si ta mère et ton frère t'écartent, protège-toi et protège-la, mais n'essaie pas de sauver Julien à sa place. » Il ajoutait une note en marge, « Si la maison sort par un tour, bloque. » Il me donnait l'autorisation que j'attendais sans me l'avouer, celle de cesser de me sacrifier pour la paix des autres. Fort de cette lettre, j'ai verrouillé tout ce qui pouvait encore glisser. Hypothèque impossible sans les 2 signatures. Assurance réattribuée sur ma mère uniquement. Compte séparé pour ses dépenses essentielles. Julien a perdu l'accès à la pompe. Il s'est mis à parler d'honneur. L'honneur ne paie pas l'électricité. Il a commencé à vendre ses propres affaires. La voiture d'occasion a fini sur un site de petites annonces. Ses amis ont tous eu des empêchements. La popularité sèche vite quand la carte ne passe plus. Ma mère a vécu son vrai sevrage à ce moment-là. Elle appelait moins. Elle pleurait plus juste. Elle a commencé à dire non à Julien. Elle a appris à faire des listes, à payer en début de mois, à garder un ticket de caisse, à ramener un paquet quand il manque 2 euros. Je la voyais se redresser, presque honteuse d'apprendre si tard. Je ne la félicitais pas, je l'accompagnais. Je ne la punissais pas, je la tenais droit. Elle a repris un peu de dignité. Elle a cessé de me dire que je la tuais quand je mettais une limite.
Elle a commencé à dire qu'elle revivait quand la maison devenait silencieuse le soir. Julien a cherché des raccourcis restants. Il a voulu louer une chambre de la maison à un ami pour gagner un peu. J'ai rappelé calmement que ce n'était pas possible sans accord, et qu'il n'était plus question de faire entrer des dettes par la fenêtre. Il a tenté la carte maladie. Il a expliqué qu'il ne dormait plus, qu'il faisait des crises. Je lui ai proposé un contact pour un suivi. Il a refusé. Il voulait un virement, pas un rendez-vous. Je n'ai pas cédé. La famille a progressivement arrêté de m'écrire pour me faire la morale. Les résultats parlent plus fort que les discours. La maison n'a pas été vendue au rabais. Les bijoux restants sont restés. L'épargne, ce qu'il en restait, a été partagé selon les lignes du testament, enfin. Pas richement, mais proprement. J'ai reçu ma part amputée des bêtises de l'année perdue. J'ai étouffé l'envie de réclamer jusqu'au dernier centime. Je voulais la clôture, pas la victoire. Julien m'a demandé un dernier rendez-vous. Il a dit qu'il avait compris. Il a ajouté qu'il regrettait la forme. Il n'a pas touché au fond. Il a demandé un billet. J'ai dit non. Je lui ai proposé un job simple chez un ami artisan pour redémarrer. Il a baissé les yeux. Il a dit qu'il valait mieux que ça. Il a préféré la dignité vide au travail qui paye petit. Il est parti vexé. Je l'ai regardé s'éloigner sans plaisir. L'orgueil est une couverture courte. Ma mère, elle, a fait un geste qui m'a brisé et réparé en même temps. Un soir, elle a sorti d'un tiroir une bague que je croyais perdue, une petite alliance de famille à valeur surtout symbolique. Elle avait résisté à la vente parce qu'elle n'arrivait pas à franchir cette ligne-là. Elle me l'a tendue. Elle a dit qu'elle savait l'avoir blessée, moi, pas la bague. Elle a ajouté qu'elle ne me demanderait plus jamais de choisir entre la paix et le juste. J'ai refermé sa main sur la bague. Je lui ai répondu qu'elle devait la garder pour se souvenir que certaines choses ne se posent pas sur le comptoir des urgences. Depuis, je fais simple. Je paye l'essentiel pour ma mère, sur facture, sans théâtraliser. Je passe vérifier la chaudière. Je laisse au notaire les comptes finaux. Je réponds aux messages de Julien quand ils contiennent une demande de contact utile, j'ignore ceux qui ressemblent à des pièges affectifs. Je dors. C'est nouveau. Si on me demande ce que j'ai appris, je réponds que l'héritage n'est pas un sac d'argent. C'est un test. Il révèle qui confond amour et accès, qui confond solidarité et pillage, qui confond autorité et théâtre. J'ai arrêté de croire que la famille se sauve à coups de virement. Elle se sauve à coups de limites écrites et tenues. Mon père m'avait laissé plus que des colonnes, il m'avait laissé une phrase qui vaut toutes les assurances. Elle tient en 10 mots, ne sauve pas celui qui refuse de se sauver. Il me supplie encore parfois de ne pas les laisser mourir. Je réponds la même chose à chaque fois. Je ne laisserai pas ma mère sans chauffage. Je n'achèterai plus jamais la fuite de Julien. Je ne suis pas leur bourreau. Je ne suis plus leur guichet. Je suis le fils de Pierre, celui qui écrivait au crayon pour que la ligne reste droite. Je n'ai pas récupéré chaque euro. J'ai récupéré ma place. Et dans la maison où on a voulu me faire croire que la solidité devait se taire, j'ai appris à parler juste. Ça ne remplit pas un coffre. Ça remplit une vie. Et parfois, c'est largement suffisant. Pour des histoires encore plus captivantes, essayez Audible gratuitement pendant 1 mois. Lien en description.